Bonjour, je m'appelle David Elbaz, je suis astrophysicien. Je m'interroge sur les mystères de l'univers et aujourd'hui, je vais vous accompagner pour comprendre et découvrir les mystères de l'espace. T'as capté? Alors, qu'est-ce que l'espace? Imaginez qu'on enlève la chaise sur laquelle je suis assis, les murs, la pièce dans laquelle je me trouve, la Terre. L'espace, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais alors, comment perçoit-on l'espace d'un point de vue mathématique? Pendant longtemps, on pensait que l'espace mesurait, par exemple, la distance entre mes deux mains, on va dire 50 cm. L'espace n'existait que parce qu'il mesurait des distances. Et puis Einstein est arrivé. Et là, on s'est rendu compte que l'espace existait une fois qu'on avait tout enlevé, qu'il était malléable. Il existe une substance qu'on appelle l'espace. Alors vous voyez, sur Terre, il y a de l'air qu'on peut respirer, et dès lors qu'on s'élève en altitude au-dessus de la surface terrestre, l'air devient de moins en moins dense. À quel moment est-ce qu'on est dans l'espace? On estime que c'est aux environs de 100 km d'altitude au-dessus de la surface terrestre. Et lorsqu'on dépasse une ligne qu'on appelle la ligne de Kármán, on considère qu'on est véritablement dans l'espace, dans un endroit où l'espace est vide de molécules, vide d'air. D'ailleurs, quand on voit le lancement de la fusée qui a envoyé Ariane 5, le satellite James Webb dans l'espace, à une distance d'environ 120 km, la coiffe s'ouvre, il n'y a plus de frottement avec l'atmosphère, on est dans l'espace. Le jour où vous partirez au-delà de 100 km d'altitude au-dessus de la Terre, vous serez devenus des astronautes. Alors, une fois qu'on est dans l'espace, que se passe-t-il? La première chose qui est troublante, c'est que contrairement à ce qu'on voit dans les films de Star Wars, lorsqu'il y a des explosions dans l'espace, on n'entend rien. Car le son est une vibration de l'air qui se propage dans l'air. Mais il n'y a rien dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de son. Quand on est loin des planètes, loin des étoiles, on flotte. On n'a pas d'air pour respirer. Une chose très importante à réaliser, c'est que dès lors qu'on s'éloigne de la Terre, on ressent moins son attraction gravitationnelle, son poids. Par exemple, dans la Station spatiale internationale, on fait des expériences en microgravité. Et quand on est encore plus loin, eh bien là, il n'y a plus du tout de poids. On flotte dans l'espace, on est littéralement libéré de notre masse et des effets du poids. Et autre chose, c'est que la planète nous protège des rayonnements, des particules qui viennent de l'espace grâce à son champ magnétique. C'est ce qui provoque les aurores boréales. Et donc, lorsque l'on voyage dans l'espace, on est soumis à un bombardement invisible de particules qui viennent taper nos cellules et qui peuvent provoquer des maladies. L'espace est donc un environnement un tout petit peu hostile pour l'être humain. T'as capté? Alors, quelque chose de troublant, c'est qu'on parle de l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi relie-t-on l'espace avec le temps? Le temps, c'est ce que mesure la montre, ce sont les durées, 1 heure, 1 minute. Mais on s'est rendu compte d'une chose véritablement troublante. C'est lorsqu'une fusée quitte la Terre, si elle se déplace de plus en plus vite, elle va atteindre une limite. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. À cause de cette limite-là, Albert Einstein a compris ceci. Le temps est une dimension analogue à l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière que je peux marcher dans l'espace, je me déplace dans le temps. C'était complètement nouveau, parce qu'à partir de là, on peut imaginer voyager dans le temps. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Depuis 13,8 milliards d'années, l'espace qui sépare les astres dans l'univers se déploie, s'étend. L'univers grandit, poussé par une force dont on ne connaît pas l'origine, mais qui montre que l'espace peut changer. Et qu'en est-il du temps? Eh bien, le temps aussi dépend de la vitesse à laquelle nous nous déplaçons. Les durées changent entre un individu qui est immobile et un individu qui se déplace très rapidement, ou bien qui se rapproche d'une masse comme un trou noir. En clair, depuis le début du XXe siècle, nous savons que l'espace et le temps, les durées et les longueurs, sont variables et ne sont plus des absolus. J'ai fait un rêve une fois. Sur la Lune, il y avait la guerre.
et on m'a envoyé sur la Lune. Alors je vous raconte ça pourquoi? Parce que dans le rêve, les gens vivaient un temps différent de ce qui se passe sur Terre. Vous savez, sur Terre, la Terre met 24 heures à tourner sur elle-même. Et donc pour nous, la journée est définie par le lever et le coucher du soleil. Mais si nous nous trouvions sur une autre planète, sur la Lune ou sur une autre planète, nous verrions un temps totalement différent et nous vivrions à un autre rythme. Il existe des planètes pour lesquelles les journées durent des mois, les hivers sont extrêmement longs et la vie ne sera peut-être même pas possible sur certaines de ces planètes à cause de ces cycles des saisons, par exemple. Et donc notre conception du temps est totalement guidée par le fait que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil en un an. Et donc qui va provoquer, avec l'orientation de la Terre par rapport au Soleil, le phénomène des saisons et le phénomène du jour et de la nuit. C'est totalement lié à notre position sur Terre. On habiterait une autre planète, on verrait le temps d'une manière tout à fait différente. Alors quand on parle du temps, il y a un concept qui est un peu compliqué à imaginer, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que de la même manière qu'une flèche se déplace dans une seule direction, le temps se déplace dans une seule direction. Ce qui fait que, d'ailleurs, je vieillis. C'est un peu comme si j'étais déchiré par la flèche du temps. Le temps s'écoule toujours dans le même sens. Nous vieillissons, les pommes tombent des arbres, elles ne remontent pas. Tout ça, c'est l'idée qu'il y a une flèche du temps. Pourquoi c'est un problème complexe? Pour la raison suivante. C'est que lorsque je zoome sur la peau de ma main, je vais commencer par voir les cellules de ma main vieillir, la peau devenir de plus en plus vieille au cours du temps. Puis je vais zoomer dans les cellules de ma main et je vais trouver des atomes. Et je vais voir que dans le monde des atomes, il n'y a plus de flèche du temps. La flèche du temps s'émousse. Le temps ne s'écoule pas à l'échelle des particules élémentaires. Le plus grand mystère de la physique, c'est de comprendre comment se fait-il que lorsque nous dézoomons, nous voyons la matière vieillir, nous voyons apparaître la flèche du temps, la différence entre le passé et l'avenir, et lorsque nous zoomons sur ce qui se passe à l'échelle des particules élémentaires, les choses se découlent dans un sens qui peut être aller du passé vers le futur ou du futur vers le passé sans aucune difficulté. Si vous filmez ce qui se passe dans les particules de ma main et vous montrez le film à l'envers, vous allez voir que c'est tout à fait en accord avec les lois de la physique. Comment se fait-il qu'une flèche du temps émerge à une certaine échelle? Ça, c'est peut-être le plus grand mystère de la physique d'aujourd'hui. Alors, dans le film Arrival, une scientifique va s'adresser à des extraterrestres. Et ils lui apprennent que pour eux, le temps est quelque chose de circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une table sur laquelle vous posez les photos de ce qui s'est passé dans le passé, des photos de ce qui se passe en ce moment, et des photos du futur. Imaginez qu'on puisse prendre des photos du futur. Et vous regardez sur cette table tous ces événements-là. Eh bien, c'est comme si vous aviez accès à l'ensemble du temps en même temps. Alors, est-ce que c'est possible d'un point de vue théorique? Eh bien, oui. D'après la science moderne, il est tout à fait possible d'avoir un point de vue qui englobe le passé, le présent et le futur de manière un peu comme un cercle où tout se rejoint, comme le disent ces extraterrestres, qui est un point de vue hors du temps, qui est théoriquement possible, et dont on pense qu'il pourrait être celui qu'on aurait si on voyageait assis sur une particule de lumière, un rêve qu'avait fait Einstein un jour, alors qu'il était jeune. Alors maintenant, on peut se demander, à partir du moment où il est possible de voyager dans le temps, d'un point de vue théorique, est-ce que parmi nous, des êtres l'ont déjà fait? Aujourd'hui, on pense que pour arriver à courber l'espace et le temps de sorte à pouvoir voyager entre le futur et le passé, envoyer un message de l'un à l'autre, il faudrait aller dans un trou noir. Le trou noir galactique le plus proche est à 26 000 années-lumière de nous. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est-à-dire que c'est totalement inaccessible aux techniques actuelles. Est-ce qu'il y a un seul univers? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Cette question, on se la pose depuis la nuit des temps. On a des pistes pour penser que c'est possible, même si on n'en est pas certain, parce qu'on pense que l'univers a gonflé. C'est une phase qu'on appelle l'inflation. Il a gonflé au tout début, au moment de ce qu'on appelle le Big Bang. Et l'explication de l'origine du Big Bang fait appel à une source d'énergie qui serait une sorte d'univers infini dans lequel des bulles exploseraient un peu partout, comme des bulles de champagne. On appelle ça la théorie de l'inflation éternelle, qui avait été imaginée par Andrei Linde, un scientifique russe, et qui donc faisait appel pour la première fois à l'idée du multivers.
Puis, d'autres théories beaucoup plus sophistiquées, comme la théorie des cordes, ont commencé à imaginer qu'il existait d'autres dimensions que l'espace que nous connaissons, que le temps, dans lesquelles on pourrait peut-être voyager, et qui seraient parallèles aux nôtres. Ces dimensions-là pourraient être analogues à un multivers, pourraient éventuellement entrer en collision avec notre univers. Ce sont des possibilités qu'on imagine, dont on n'a aucune certitude, mais auxquelles on fait appel pour expliquer la réalité dans laquelle on vit. Ronnie? T'as capté? Alors, est-ce que, comme dans le film Don't Look Up, on peut imaginer que demain, une météorite de 10 km de diamètre fonce sur la Terre, soudainement, et vienne provoquer la fin de la vie sur Terre? En réalité, cet événement s'est déjà produit il y a 66 millions d'années. Une météorite exactement de cette taille, de 10 km de diamètre, est tombée dans le golfe de Chicxulub au Mexique et a provoqué l'extinction connue des dinosaures. Est-ce que c'est possible que cela se passe à nouveau dans le futur? On estime qu'il y a environ 21 000 géocroiseurs qui sont des objets qui s'approchent parfois de la Terre, dont certains, environ 2000, peuvent être dangereux. Alors dangereux à quel point? Si vous prenez une météorite de 100 mètres et que vous la projetez sur Terre, vous allez faire un tsunami. Si vous prenez une météorite de 1 km et vous la projetez sur Terre, vous allez provoquer un cataclysme naturel et un hiver relativement long. Si vous prenez une météorite de 10 km de diamètre, vous allez d'abord provoquer un énorme incendie qui va brûler une partie des espèces animales, puis recouvrir toute l'atmosphère d'une couche de poussière qui nous empêchera de voir le soleil. C'est comme si on avait éteint le soleil. Il n'y aura plus de photosynthèse, plus de plantes qui pourront pousser et nourrir les animaux. Et donc là, ça provoquera une large extinction des espèces animales. Alors en 2021, en novembre 2021, les Américains ont envoyé une mission qui s'appelle DART, comme une fléchette, pour tester la possibilité que l'humanité puisse se protéger dans le cas où un nouveau météorite viendrait menacer la vie sur Terre. L'expérience a été faite, la collision a eu lieu en septembre 2022 et elle a été effective, efficace. L'objet s'est mis à se rapprocher de l'autre objet autour duquel il tournait et on a eu un impact qui a modifié son mouvement en modifiant son orbite avec un écart beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Donc on est capable d'influencer le mouvement d'astéroïdes dans le ciel. Maintenant, est-ce que ça suffit à nous protéger dans le cas où on aurait un astre de 10 km qui arriverait sur nous? Ça dépend si on les découvre suffisamment tôt pour pouvoir agir et l'influencer, ou trop tard. Et pour l'instant, on en est à faire ces tests-là pour pouvoir mettre en place une protection de la vie sur Terre contre ces astres. Processus de séparation simultanée des explosifs engagés, maintenant. Oh! Hé, hé, maman. Alors la question qu'on peut se poser, c'est aussi parmi les dangers possibles qu'il y a dans l'espace, il y a ceux des trous noirs. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Pourquoi ça nous inquiète? Pourquoi l'espace nous inquiète d'ailleurs? Le trou noir, ce n'est rien d'autre que de la matière concentrée. Si le Soleil était comprimé dans une zone de 5 km de diamètre, ça serait un trou noir. Ça n'aurait aucun autre effet sur la Terre que l'effet qu'a le Soleil sur nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on continuerait de tourner autour. Il n'y a pas d'aspiration. Si la Terre était comprimée dans une bille d'environ 2 cm de diamètre, elle deviendrait un trou noir. Alors bien sûr, la vie ne serait plus possible sur Terre, mais les trous noirs ne sont pas des objets magiques. C'est simplement une concentration de matière telle que pour en sortir, il faudrait se déplacer plus vite que la lumière. Or, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. On ne peut donc pas sortir d'un trou noir. Alors imaginons maintenant qu'un trou noir géant s'approche de la planète Terre. Ça modifierait la voûte céleste parce que autour de cette masse énorme, imaginons un trou noir qui fasse plusieurs millions de fois la masse du Soleil, aurait pour effet de déformer l'espace. L'espace, on l'a vu,
est élastique, il peut être déformé. C'est un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau et qu'on regarde le reflet du ciel sur l'eau. C'est déformé. Eh bien, lorsqu'un trou noir est entre nous et les étoiles, il déforme l'image d'arrière-plan. Alors, dans le film Interstellar, le héros, à un moment donné, va s'approcher d'un trou noir galactique, un trou noir géant, qui s'appelle Gargantua. Il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Une chose à savoir, c'est que quand on rentre dans un trou noir géant, au début, il ne se passe rien. C'est quasiment vide à l'intérieur. C'est quand on s'approche du centre du trou noir que tout se passe. En réalité, pour l'instant, on n'est pas certain de ce qui va se passer. Mais dans le film Interstellar, ce qui est proposé est possible. On n'en est pas sûr, mais c'est possible. Le héros rentre dans ce qu'il appelle le Tesseract, c'est-à-dire une dimension dans laquelle on voyage dans le temps comme on voyage dans l'espace. Il voit les moments du temps comme le passé, présent, futur sur une table et il peut choisir la photo qui lui plaît. Par exemple, le moment où sa fille était dans sa chambre et il peut communiquer avec elle. Alors, est-ce que c'est scientifiquement possible? La réponse est oui. Est-ce que c'est scientifiquement sûr? La réponse est non, on n'en sait rien. Mais c'est possible, donc c'est presque de la magie qui est faite réalité. Les trous noirs sont peut-être des portes pour voyager dans le temps, voyager dans le passé ou dans le futur, certains disent même dans d'autres univers, mais en réalité, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la théorie que l'on connaît actuellement est incapable de décrire avec certitude ce qui se passe dans le mystère du centre des trous noirs. En 1979, un collègue, Jean-Pierre Luminet, fait un dessin. Il imagine, par le calcul et par sa capacité graphique, il est aussi peintre, qu'est-ce qu'on verrait si on avait un trou noir tout près de nous, comment ça modifierait l'image de la voûte céleste. Et donc, il dessine par des points de lumière ce qu'on devrait voir comme déformation. 40 ans plus tard, on fait l'expérience, en combinant des télescopes situés un peu partout sur la surface du globe terrestre, et on réalise la première image de ce qui est autour d'un trou noir. Et ça ressemble à merveille avec l'imagination du scientifique français Jean-Pierre Luminet. Ce qui prouve quoi? Ça prouve que Einstein avait raison lorsque, dans sa théorie, il a prouvé que l'espace pouvait être courbé par la présence de matière. Ce n'est pas juste une théorie imaginée par un scientifique dans son bureau, on en a maintenant la preuve définitive et les trous noirs existent bel et bien. On en a vu l'image. On ne voit pas ce qui est derrière le trou noir, mais la lumière contourne le trou noir d'une manière qui correspond exactement à ce qu'on attendrait si la théorie d'Einstein était correcte. Alors, l'image montre deux effets. Le premier effet, c'est que du fait de la courbure de l'espace, qu'on plie l'espace un peu comme on mettrait, si on pliait une feuille de plastique avec la main, on verrait une courbure comme ça, et la lumière suivrait cette courbure. C'est exactement ce qui se passe avec le trou noir. Il plie l'espace un peu comme un plastique, et donc on voit la lumière qui se courbe tout autour. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de lentille gravitationnelle. Il y a un deuxième effet. C'est que lorsque la lumière qui est suffisamment loin du trou noir pour s'en échapper, mais suffisamment près du trou noir pour être modifiée par lui, s'échappe, elle est étirée. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et cet effet Doppler gravitationnel vient étirer la lumière qui va devenir de plus en plus rouge. Elle va changer de couleur du fait de l'attraction par le trou noir. Et on a vérifié que l'effet était exactement celui attendu. Alors, imaginons maintenant qu'on puisse véritablement aller à 26 000 années-lumière de distance de la Terre, au centre de la Voie lactée, où nous attend un trou noir Sagittarius A star de 4 millions de fois la masse du Soleil. On rentre dans le trou noir. Au début, quand on passe l'horizon, il ne se passe rien. Notre fusée avance et se rapproche du centre du trou noir. Là, le plus probable, c'est qu'on soit spaghettifié. C'est quelque chose qui est d'abord agréable, vous maigrissez, puis désagréable, vous vous transformez en un gigantesque spaghetti. La distance entre vos pieds et votre tête augmente, 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 et vous finissez par être déchiqueté. Sauf si, au centre du trou noir, se produit un phénomène possible, qui est une forme de dilatation de l'espace et du temps, une porte qui s'ouvre sur d'autres dimensions. Et là, alors, vous pouvez très bien passer dans un autre lieu de notre univers, dans un autre temps de notre univers,
voire passer dans un autre univers du multivers, voire rebondir et ressortir ailleurs. Tout ça, c'est théoriquement possible, un peu comme lorsqu'on plie une feuille de papier et qu'on a les deux morceaux de papier qui se rejoignent. Vous pouvez trouer le papier et vous pouvez passer d'un côté à l'autre. C'est quelque chose qu'on peut écrire mathématiquement. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos théories qui permettent de décrire ce qui se passe au centre des trous noirs ne sont pas mathématiquement terminées. Elles ont des soucis, des problèmes, un peu comme lorsqu'on veut diviser 1 par 0. Il y a combien de fois 0 dans 1 ? On ne le sait pas. De la même manière, nos théories sont aujourd'hui incapables de prouver de manière définitive que nous savons ce qui va se passer au centre d'un trou noir. Tu crois qu'il n'y a pas d'autre univers que le vôtre? Mais il est loin d'être unique. C'est un multivers. Quand une étoile majeure finit son cycle et meurt pour devenir un trou noir, un nouvel univers se crée. Alors il y a un autre être cosmique qu'on a invoqué en science parce qu'on sait qu'il influence les mouvements des astres dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Cette matière noire, c'est une matière qui ne produit pas de lumière, mais qui subit la gravité. Une des théories possibles sur ce qu'est la matière noire, c'est que ce serait fait de plein de petits trous noirs. Alors, si ces trous noirs sont trop petits, ils finissent par exploser. Mais s'ils sont plus massifs que 1 milliard de tonnes, alors ils n'explosent pas, en tout cas pendant le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et donc il est tout à fait possible que dans la pièce où nous nous trouvons, il existe de temps en temps des mini-trous noirs qui passent, que dans l'espace entre la Terre et le Soleil, il existe des mini-trous noirs. C'est une des possibilités. Ce n'est pas celle qui est favorisée aujourd'hui, mais il y a peut-être un lien entre les deux. T'as capté? Alors, dans Star Trek, il y a une rencontre des fédérations des planètes unies, environ 5000 planètes unies, dans lesquelles il existe une grande quantité d'espèces vivantes. À quel point est-ce réaliste? Il se trouve qu'aujourd'hui, nous connaissons 5000, très exactement 5000, planètes qui tournent autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle des exoplanètes. Ces planètes que l'on connaît sont dans des conditions qui ne sont pas, pour la plupart, propices à la vie comme celle que l'on voit sur Terre. Pour qu'il y ait de la vie sur une planète, on pense qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Alors, combien y a-t-il de planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie dans l'espace et dans l'univers? On estime qu'il y en a environ 10 milliards, rien que dans notre galaxie, et on estime qu'il y a environ 200 milliards de galaxies dans la partie qu'on peut observer de l'univers. Nous sommes en train d'explorer les atmosphères de ces autres planètes pour voir s'il y a de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, des molécules complexes comme celles qu'on voit sur Terre, et on est en train de les détecter tous les jours pour faire des diagnostics et voir si la vie est possible sur ces autres planètes, et demain, peut-être, voir s'il y a de la vie sur ces autres planètes. Alors, comment a-t-on découvert qu'il y avait d'autres planètes? En 1995, un scientifique qui s'appelle Michel Mayor et un collègue qui s'appelle Didier Queloz observaient des étoiles. Et ces étoiles avaient la propriété parfois de briller un peu différemment. Il était impossible, à l'époque où il faisait ces observations, qu'il puisse détecter la présence d'une planète. Pour des raisons que je n'explique pas là, mais qui étaient mathématiquement démontrables à l'époque. Malgré tout, Michel Mayor s'est posé la question de savoir s'il ne pourrait pas voir passer une planète devant l'étoile qui modifierait la lumière de l'étoile, et il a vu la présence d'une planète par cette technique-là. Or, c'était impossible. Pourquoi était-ce impossible? Parce que pour qu'il puisse détecter ça, il fallait que la planète soit énormément massive et tout près de son étoile. Les planètes massives naissent très loin de leur étoile parce qu'elles ont besoin de glace, de petits cristaux de glace qui s'accumulent, comme la planète Jupiter ou la planète Saturne, qui sont différentes des planètes rocheuses comme la Terre. Or, lorsqu'on est près de l'étoile, la glace s'évapore. C'était la preuve que les planètes bougeaient, migraient au cours du temps. Quelque chose d'extraordinaire parce que grâce à cette observation, on sait maintenant que les planètes peuvent bouger et on pense que la vie sur Terre bénéficie de l'eau qui est arrivée lorsque Jupiter s'est approché de la Terre, a apporté de l'eau sur Terre et est reparti. Aujourd'hui, depuis 1995, depuis qu'on a vu cette première exoplanète, nous avons multiplié les observations avec des observatoires sur le sol, des télescopes, avec des satellites, et nous avons détecté l'une après l'autre des nouvelles planètes, certaines géantes, d'autres moins géantes. Par exemple, une équipe belge a utilisé un télescope qu'ils ont appelé TRAPPIST
parce que c'est le nom d'une bière que les Belges affectionnent particulièrement. Et ils ont découvert un ensemble de plusieurs planètes qui ressemblent à la Terre, qui tournent autour d'une étoile et qui pourraient peut-être abriter de l'eau liquide, voire même de la vie. Alors, une des possibilités d'existence de vie dans l'univers, ça peut être de la vie qui serait dans de l'eau liquide cachée dans de la glace, par exemple. À la surface de Mars, on sait qu'il y a des calottes glaciaires, on s'interroge sur la possibilité qu'il y ait de la vie dans de l'eau liquide souterraine. Dans les films comme Star Wars, la planète Hoth est une planète qui est tellement loin de son étoile qu'il y fait moins 60 degrés la nuit, donc elle est gelée. La planète Delta Vega dans Star Trek ou EDN3 dans le jeu Lost Planet, dans les trois cas, ce sont des planètes glacées où on découvre de la vie. Alors est-ce que c'est possible ? Oui. Oui, parce que la glace suppose la présence de l'eau, et l'eau, on pense que c'est un élément fondamental pour l'émergence de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'eau a des propriétés chimiques fondamentales. C'est ce qu'on appelle un dipôle électrique. Il y a une différence de charge électrique entre l'hydrogène et l'oxygène qui agit un peu comme des petites mains qui vont participer à l'organisation de la matière. Sans l'eau, on ne sait pas expliquer l'émergence de la vie aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la vie existe autrement qu'avec de l'eau ? On ne sait pas répondre à cette question aujourd'hui. Alors quand on part en quête de vie extraterrestre, pour l'instant on en est au balbutiement. On a quelques instruments. Même s'il y avait de la vie un peu partout dans l'univers, on ne le saurait pas encore parce qu'on n'a pas la technique. Mais néanmoins, on souffre d'un inconvénient. On cherche la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Dans le livre de Sylvie Lenné, par exemple, on imagine de la vie qui serait sous la forme d'un sable organisé, qui serait totalement différent de ce qu'on connaît avec de l'eau liquide, avec la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Si la vie existait sous une forme comme celle-ci ou comme une autre forme, on serait totalement incapable d'en trouver la signature, puisqu'on ne sait pas comment identifier cette vie-là. Alors, ça signifie que le fait qu'on ne sache pas prouver qu'il y ait de la vie dans l'univers ne prouve pas qu'il n'y a pas de vie dans l'univers. T'as capté ? Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est la vie existe aujourd'hui sur Terre. Elle existe peut-être ailleurs dans l'univers. La vie est une forme de matière organisée, structurée. Est-ce que c'est le produit d'un pur hasard, voire même de quelque chose qui ne suit pas les lois de la physique, ou est-ce que c'est une résultante logique de l'histoire de l'univers ? Pour comprendre ce problème, il faut réaliser qu'en physique, il y a d'abord un concept qu'on appelle l'énergie. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? L'énergie, c'est l'argent que vous avez dans votre compte en banque. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous avez peu d'argent, vous pouvez faire peu de choses. L'énergie, c'est ce qui vous permet de faire beaucoup de choses si vous en avez beaucoup. Très bien. Une fusée a besoin d'énergie pour partir. Mais si elle veut quitter la Terre, il faut qu'elle déploie cette énergie très rapidement. Pour ça, elle a besoin de puissance. La puissance, c'est la capacité de déployer de l'énergie rapidement, en peu de temps. Très bien. Maintenant, la question est la suivante. Comment prédire ce que va faire quelqu'un de son argent ? Comment prédire comment l'énergie va se transformer ? Et pour prédire ce que va faire la matière, l'univers, comment prédire l'avenir ? Pour ça, on fait appel à un autre concept qu'on appelle l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie ? Eh bien, c'est très simple. Si je prends cette tasse et que je la lâche, elle va casser. L'entropie nous dit qu'il existe beaucoup plus de manières de disposer des morceaux de tasse au hasard par terre que de manières de les mettre ensemble pour faire une tasse. Le sens de l'évolution de l'univers ira toujours vers ce qui est le plus probable. Comme il est plus probable d'être distribué au hasard, le sens est d'aller vers le plus probable. Et l'entropie, eh bien, elle augmente avec le nombre de morceaux de verre ou de tasses. C'est un physicien qui s'appelle Boltzmann qui l'a formulé, puis d'autres physiciens aussi, et qui a permis de développer ce concept. Ça semble dire que l'univers va vers toujours plus de désordre, plus de morceaux. Pourtant, la vie existe. Il manque un concept, un dernier concept. Alors suivez-moi bien parce que celui-là est fondamental, c'est la lumière. Lorsque de la matière se combine ensemble, comme des morceaux de tasse qui se mettent ensemble, ou comme des atomes qui se mettent ensemble pour fabriquer une étoile, comme le Soleil, ils sont capables de produire de la lumière. Or, la lumière, ce sont des grains d'énergie, comme
les morceaux de tasse sont des grains de matière. Ce que l'on peut montrer, c'est que l'histoire de l'univers consiste à casser l'énergie en miettes, avec de plus en plus de miettes, à égrener l'énergie, parce que c'est plus probable. Il y a plus de chances de distribuer de l'énergie en plein de petits grains que de les mettre ensemble. Eh bien, le meilleur moyen de faire ça, c'est lorsque la matière se structure, en faisant des atomes, des molécules, des grains de poussière, des étoiles, des planètes et la vie. Prenons maintenant un être vivant comme un être humain et comparons sa capacité à engendrer des grains d'énergie, des particules de lumière, avec une étoile comme le Soleil. On pourrait penser que le Soleil est la plus puissante source de lumière, eh bien non. Si j'avais la masse du Soleil, je rayonnerais 200 000 fois plus de particules de lumière que le Soleil. Si chacun de vous avait la masse du Soleil, vous rayonneriez 200 000 fois plus de particules de lumière que le Soleil, dans le domaine de l'infrarouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vie, l'être humain, mais aussi la girafe, l'éléphant, le serpent, est une forme d'organisation de la matière qui répond le mieux à la propension naturelle de l'univers, à cette tendance naturelle de déployer son énergie, à augmenter l'entropie, à produire de la lumière. Si je résume tout ça en une équation mathématique, je dirais que l'entropie, comme l'a dit Boltzmann, est proportionnelle au nombre de morceaux de tasse, il a écrit K log de W, mais est aussi proportionnelle au nombre de particules de lumière, K nombre de photons. Et quand on combine tout ça, on s'aperçoit que la vie est une résultante naturelle de l'histoire de l'univers qui produit toujours plus de lumière et donc que le monde ne tend pas vers plus de désordre mais vers plus d'organisation, ce qui est quand même réconfortant quand on y pense. Alors Einstein a déclaré que cette théorie, la théorie de la thermodynamique, des changements d'état, de température, ces morceaux de verre, d'entropie, était la seule théorie qui ne sera jamais dépassée. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple. Elle dit que lorsque je prends une tasse et que je la lâche, elle casse en morceaux. Et c'est aussi simple que ça. C'est quelque chose d'imparable, qui est du même ordre que lorsqu'une pomme se détache d'une branche, elle tombe. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une branche laisse tomber une pomme? Lorsque la pomme tombe par terre, elle va libérer son énergie sous la forme de lumière infrarouge. Si vous prenez une caméra infrarouge, vous allez avoir plein de particules de lumière sortir. Einstein a réalisé que la propriété la plus naturelle, la plus simple de la matière et de l'univers s'expliquait par ces lois dites de la thermodynamique, c'est-à-dire de l'arrangement de toutes les particules de matière et de lumière. Alors une fois qu'on a compris ça, ce qui peut paraître un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça change dans notre compréhension donc, de l'histoire de l'univers et de notre place dans l'univers? Déjà, ça prouve que la vie, même si elle aurait pu ne pas émerger sur Terre, parce qu'il y a un ensemble de processus qui se sont déroulés, qu'on ne peut pas contrôler, mais la vie n'est pas le fruit d'un pur hasard, elle suit les lois de complexité croissante de l'univers, depuis l'atome, molécule, poussière, étoile, vie, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, on parlait tout à l'heure du temps, quel est le futur de la vie dans une histoire comme celle-ci? On s'aperçoit que le futur de la vie dans une histoire comme celle-ci, c'est que les êtres vivants créent des structures de plus en plus complexes, de plus en plus organisées, ce qu'on appelle la civilisation humaine, et que lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous pensons ensemble, lorsque nous construisons ensemble, nous participons à l'histoire de l'univers et nous nous inscrivons dans cette histoire. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes à l'échelle planétaire, comme le réchauffement climatique, qui vient de nouveau de la lumière. Et la seule solution possible à ce problème, c'est d'agir ensemble, à l'échelle planétaire, comme une civilisation humaine. Et ça, l'histoire globale de l'univers nous enseigne que nous pouvons y arriver, parce que toutes les étapes qui ont été franchies par l'histoire de l'univers, par la matière dans l'univers, nous montrent que ça fait partie d'une histoire, même si nous sommes des êtres humains, même si nous avons l'impression de sortir du cours de l'histoire, nous sommes inscrits dans le cours de l'histoire et nous pouvons le reprendre à notre compte et voir comment créer un monde meilleur ensemble demain. L'espace, c'est tout ça. T'as capté ? T'as capté ?